Et là, j'ai eu cette photo quand même qui est surprenante, d'une silhouette un peu en suspension. Mais nous avons en nous des pouvoirs inconnus. Et j'étais en train de prier quand j'ai eu vraiment tous ces flashs qui me sont arrivés. J'ai même eu plus que des songes, j'ai eu des visions. Oui, depuis que je suis petit, moi je vois tous ceux qui sont partis de l'autre côté. Nous avons bien affaire à un au-delà dans lequel il y a des êtres qui vivent, et pour nous, ce sont nos défunts. On va passer à une expérience de médiumnité. Ce sont les personnes qui sont devenues invisibles qui vont venir vous donner des messages. Voilà. Je sais pas, je peux pas te dire qu'est-ce que c'est cette énergie, quoi, cette lumière, est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est un fantôme, c'est ça qu'on appelle un fantôme, je sais pas. Ces phénomènes sont naturels. Ils ont leur origine dans la personnalité des individus. L'histoire commence dans le nord de la France. Je lisais par hasard un article sur l'histoire d'une abbaye censée être la plus hantée de France. On y voit régulièrement l'apparition de fantômes et plus particulièrement celui d'une dame blanche. Et c'était le début de mon enquête. Mathilde, fille de toutes les séductions et de tous les sortilèges. Mathilde, fille de la nuit, que les traditions qui courent autour de Mortemer disent maudite, au point de condamner à une mort certaine ceux qui l'ont vue 2 fois. Mathilde, dont on peut surprendre l'ombre dans les ruines par les nuits de pleine lune. Mathilde, femme et rêve à la fois, croyance et superstition. J'avais envie de connaître cette abbaye dont j'avais entendu parler. Toutes les ruines étaient éclairées. J'ai pris des photos des ruines. Et là, j'ai eu cette photo quand même qui est surprenante, d'une silhouette un peu en suspension. Et le plus curieux, c'est que j'ai rien vu, heureusement, parce que je me serais inquiété quand même de mon équilibre mental. Bon, moi, personnellement, je pense que ça représente une silhouette, peut-être de femme un peu de 3/4. Il n'y a pas de doute, enfin une femme un peu voilée. Et puis une chouette, bon, je pense qu'on la voit mieux là, se détacher. Alors c'est une photo qui s'est interposée ou vous avez le souvenir de l'avoir prise? Ah bah non, j'ai pris moi des ruines. Pendant combien d'années? Bah de 94, si on compte la première avec les stries, jusqu'en 99, la dernière fois où j'y suis allé, parce que j'en ai eu assez, voilà, 99, de 93 à 99. Tous les ans, à la même époque, tous les ans, j'ai eu cette foutue silhouette. Elle vous poursuit? Bah, ça m'agace surtout, parce que j'aimerais avoir une explication, quelle qu'elle soit. Je suis assez cartésienne, je suis ouverte à des choses inexpliquées, mais qu'on m'explique. Les professionnels de la photographie m'ont dit que c'était pas possible d'obtenir une photo comme ça avec les flashs actuels.
en plus que le flash n'est pas parti, mais qu'il y avait une luminosité qui était inexplicable. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai cherché du côté parapsychologie. Alors, j'ai fait une NDE, ce qu'ils appellent une NDE, une mort temporaire, il y a de ça maintenant 29 ans. Et que beaucoup de gens qui ont eu cette mort temporaire auraient des perceptions, enfin une sensibilité particulière. Bon, je refuse pas la chose, mais c'est tout ce que j'ai obtenu comme explication. Je vais l'écrire sous la forme x sur factoriel x. La parapsychologie, c'est l'étude des voyants, c'est l'étude des guérisseurs, c'est l'étude des gens qui disent « j'ai été témoin d'une apparition, j'ai vu un fantôme ». Les phénomènes parapsychologiques, à mes yeux, ne sont pas inexplicables. Ils sont seulement encore inexpliqués. Le tonnerre était paranormal pour les Grecs. Les anciens Grecs, quand ils entendaient le tonnerre, disaient « mais c'est une querelle de ménage chez Zeus, là-haut ». Ben, ça revenait à dire, pour eux, c'est paranormal. Nous le constatons, mais nous ne le comprenons pas. Et puis un jour, on a compris le tonnerre. On a mis un peu de temps et les Grecs n'étaient plus là pour profiter de l'explication. Mais l'explication a été trouvée par la pensée rationnelle, c'est ça le principal. Parce que bien entendu, ces phénomènes sont naturels. Ils ont leur origine dans la personnalité des individus. Mais nous avons en nous des pouvoirs inconnus. Et l'étude de ces pouvoirs inconnus, vraiment oui, c'est un défi énorme qui est jeté à la rationalité. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que le cerveau humain est bien plus complexe que l'univers lui-même. La parapsychologie est probablement une piste sérieuse. Et depuis qu'on le sollicite, le laboratoire a réussi à résoudre 95% des phénomènes, mais 5% reste tout de même une énigme totale. Parmi tous les cas de photos paranormales, celui de Muriel me paraît être le plus frappant. Je sais qu'une association a fait des tests sur le terrain avec elle. Elle a peut-être une nouvelle piste. Alors je dirais qu'au départ il y a un intérêt pour ce qui paraît actuellement encore inexpliqué, et ça me tient depuis mon plus jeune âge. Donc ayant eu ce problème du deuil, finalement ça m'a relancé un petit peu sur une recherche d'ailleurs qui était très motivée, puisque c'était le départ de ma première épouse, et là j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose qui se passait après. Donc là, c'est le domaine de la TCI. Et puis en même temps, j'ai repris un petit peu mes passions du début, c'est-à-dire essayer sur le terrain, comme vous dites, de voir s'il y avait moyen d'apporter des preuves par rapport à certains phénomènes que l'on dit paranormaux ou tout au moins inexpliqués actuellement. Ma conclusion, je n'irai pas jusqu'à dire à 100% que c'est une photo paranormale, mais il y a beaucoup d'éléments quand même qui suggèrent une photo paranormale. Alors il y a premièrement cette forme déjà, il y a deuxièmement cette présence apparemment de quelque chose qui ressemble à un animal, donc une chouette. Et je dirais qu'il y a un autre élément qui me semble relativement fondamental que l'on a constaté, c'est que en faisant l'expérience avec Muriel sur place, je suis allé moi avec mon appareil photo et j'ai pris un certain nombre de photos. Et nous y sommes allés, c'était le soir, il faisait sombre, donc à chaque fois que je prenais une photo, mon flash se déclenchait pour prendre l'objet que je prenais en face, c'est-à-dire les ruines finalement de l'abbaye de Mortemer. Alors que dans le cas où Muriel avait une photo de ce type, son flash ne se déclenchait pas. En fait, on avait un peu l'impression que l'appareil, la technique de l'appareil, avait détecté que la luminosité qu'il y avait en face était suffisante pour prendre la photo, alors qu'en fait on était dans le noir complet pratiquement.
Et donc nous y sommes allés ensemble, il y avait plusieurs personnes, on avait plusieurs appareils, qu'on s'est échangés, qu'on a pris une photo en même temps à l'endroit initial au début. Moi j'ai réobtenu la même photo, et puis eux ils ont obtenu rien du tout, et le flash est parti. Là on voit la clarté du flash, mais on voit bien qu'il n'y a pas de support. Là on retrouve les fils barbelés qui sont devant. Alors vous allez voir que si on prend cette petite partie là, ici comme ceci, on a bien cette petite tête là avec les yeux, le nez. On a vraiment l'impression qu'il y a un animal sur son épaule. Une chouette en l'occurrence. Une chouette en l'occurrence, puisque l'histoire veut qu'elle avait effectivement une chouette avec elle dans cet habit de Mortemère. Vous voyez? Vous en avez d'autres qui sont peut-être encore plus étonnantes? Oui. Oui, alors je vais vous faire voir une photo là qui est assez spectaculaire, qui a été obtenue il n'y a pas très longtemps. Alors voilà cette photo. Cette photo a toute une histoire, bien entendu. Il s'agit d'un monsieur qui a pris cette photo de ses deux enfants, que l'on voit ici et là. Et il s'est aperçu qu'au développement de la photo, il a obtenu ceci, et qu'il y a une sorte de personnage supplémentaire qui est apparu entre ces deux enfants. Et ce personnage, qui est un enfant aussi, bien sûr, a été reconnu. Alors il s'agit de Daniel, du prénom du petit garçon, qui est le garçon décédé de la sœur du monsieur qui a pris cette photo. Et alors, ce qui est très touchant, je dirais, dans cette image, c'est que, vous voyez, ici, il y a comme une petite main, là, ici, qui tient une sorte de bouquet de fleurs. Vous voyez, qui se trouve devant sa bouche, en fait, et c'est comme s'il sentait ce bouquet de fleurs pour l'offrir. Ça, c'est une photo qui existe réellement? Cette image n'existait pas, non, non. Cet enfant avec le bouquet, c'est une image qui n'existait pas? Absolument pas. Non, j'ai pas bien compris le sens de la question. Non, l'image est tout à fait nouvelle, finalement. Il n'y a pas de précédent dans les photos de famille que ces gens-là avaient. D'accord. Donc il n'y a pas de... Aujourd'hui, on est quand même face à une énigme. On est face à une énigme, absolument. Absolument, oui. Mais qui vous conforte dans l'idée que l'au-delà existe et qu'il y a des manifestations de l'au-delà. Absolument. Alors, ça n'est pas uniquement cet élément-là, mais il est conforté par d'autres éléments que l'on verra peut-être, qui sont issus de la transcommunication instrumentale ou d'autres manifestations médiumniques qui viennent sans arrêt renforcer cette idée que nous avons bien affaire à un au-delà dans lequel il y a des êtres qui vivent, et pour nous, ce sont nos défunts. Ça se produit assez souvent que la voix paranormale intervient sur la fin de nos paroles, et donc en fait sur les vibrations restantes du dernier mot qu'on a prononcé. Et à ce moment-là, c'est très rapide, d'où l'intérêt justement. Donc là, par exemple, là, ça enregistre. Vous avez, vous, des exemples concrets? Tout à fait, oui. Vous pouvez nous faire écouter? Registre. Vous avez, vous, des exemples concrets? Je vais vous faire voir ici ce que ça représente. Je reprends le... J'aimerais bien que tu reprennes ça parce qu'il y a plusieurs choses. Oui. Donc il y aurait quelque chose, hein? Je pense qu'il y aurait quelque chose. On va vérifier, hein? Oui, alors donc ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de reprendre cette petite portion avec le logiciel de traitement du son. Hein, pour les... Ça doit être ça, hein? Ouais. Voilà, on doit l'avoir en principe dans cette partie-là, on peut faire. Ça dirait quoi, Monique, ça, la phrase? T'es très compétent. A priori, vous avez entendu ça? A priori, j'ai entendu ça. Alors à vérifier. Hein. C'est quand même bien... Ouais. Attends, on va essayer de... On va l'amplifier, voir, déjà. Voilà, puis je vais essayer de retirer les bruits, enfin une partie des bruits tout au moins.
c'est quand même... Enfin, moi, ça ne me satisfait pas, finalement, parce que je trouve que c'est quand même... C'est tangent, hein. C'est vraiment tangent. J'ai peur que si vous passez ça, c'est vraiment très, très scandé, et moi, à mon avis, c'est sujet à caution, ça. S'ils sont convaincus du phénomène, on ne parle pas toujours avec les morts sur commande. Ce n'est pas jackpot à tous les coups. Mais ils ne sont pas les seuls à travailler dans ce domaine, et bien d'autres résultats auraient été obtenus. Aujourd'hui, vous n'êtes pas croyant, peut-être, il n'en reste pas moins que certaines interrogations peuvent naître en vos esprits lorsque vous entendez parler des apparitions mariales. Alors nous y reviendrons, nous sommes avec le père François Prune, nous parlons des apparitions de la Vierge, car les premières apparitions remontent à très loin. Comme ça de tête, vous vous souvenez de la première apparition qui serait notée dans l'histoire? La première en Occident serait au 5e siècle, sur la petite colline où se trouve actuellement la cathédrale du Puy-en-Velay. Mais il y a également alors une sorte de raz-de-marée de fausses apparitions. Et c'est un des gros problèmes, comment distinguer les vraies des fausses. C'est incroyable le nombre de gens qui ont l'impression de recevoir des messages de la Sainte Vierge. Alors vous qui êtes très à l'affût, il faut rappeler quand même les ouvrages, hein, d'où le premier. Hein, les morts nous parlent. Les morts nous parlent. Les morts nous parlent, à l'écoute de l'au-delà, enfin voilà, toute une série d'ouvrages. Ou vous qui vous intéressez à ces personnes qui tentent d'entrer en contact avec l'au-delà, y aurait-il quand même un timbre de voix qui ne puisse pas appartenir à un imposteur et qui soit figé sur une bande magnétique? Non, ça je ne pense pas. Bien sûr, dans un certain nombre de cas, on peut prouver que c'est une voix paranormale, parce qu'il manque les fréquences fondamentales correspondant aux cordes vocales. Oui, mais ça c'est vrai de quantité de voix enregistrées venant de défunts. Ce qui est vrai, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait autant d'individus dans des domaines aussi divers qui puissent chercher matière à curiosité dans ce qui pourrait être considéré comme irrecevable depuis le siècle des Lumières. L'essentiel, c'est que l'on soit dans le plaisir de la conversation. C'est de la philosophie aussi, c'est échapper au monde de la normalisation et de se dire, même si ce sont des hallucinés, ce qui est formidable, c'est qu'ils soient aussi nombreux, et qu'est-ce qui peut faire qu'ils soient portés par leur hallucination? Parce que une allégation en tant que telle, ça n'aurait rien d'intéressant. Là, toutes les personnes qui viennent témoigner, ce sont des gens qui ont leur vie qui bascule dès lors qu'ils s'ouvrent à ce paranormal. Oui, et puis même si je suis dans l'au-delà, nous garderons le contact, n'est-ce pas? Chiche que vous m'appeliez de temps en temps. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, hein. Oui. Ça me ferait bien chanceler, là. Enfin, voilà. Un bougre de bougre. J'essaierai, oui. Il réussirait de là-haut ce qu'il n'a point obtenu ici. Alors, voilà. Eh bien, mon père, formidable. Mais oui. Ça s'est bien passé une fois de plus, et dans la joie, dans l'allégresse. Oui. Alors c'est pas la première fois que vous vous rencontrez, visiblement. Oh non. Non. Cela fait au moins 7-8 fois, hein, c'est ça. J'irais jusqu'à 10. Moi, j'ai aucune idée. Oh oui, une bonne dizaine de fois. Bon, c'est bien. Le leader de l'émission. On va retrouver en dehors de l'émission. En plus. Mon père, à bientôt. Merci. Non, merci à vous. Et reconnaître un intérêt pour ce type de phénomène écorne la respectabilité d'un individu. Alors, c'est vrai que quand ils m'approchent, ils me disent surtout « ne dites pas que nous sommes en relation, etc. parce que ça serait préjudiciable à mes fonctions, aux crédits qui me sont alloués, etc. » C'est évident. J'ai participé à quantité de congrès dans différents pays. Alors j'ai dû participer à plus de 25 congrès en Italie. J'en ai fait en Allemagne, y compris à la télévision aussi, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, au Mexique, à Porto Rico, au Brésil, en Argentine, au Chili. Alors là, nous allons rencontrer Monique Simonet, nous allons voir un peu les résultats qu'elle a obtenus. Elle a vraiment parmi les meilleures voix que l'on ait reçues en France. Elle a soulagé la souffrance de centaines de gens en obtenant sur sa bande magnétique la voix de leur chair disparue.
sais pas, C'est régional Paris. Non, c'est Paris, ça, c'est... Des songes, j'en ai eu toute ma vie. J'ai même eu plus que des songes, j'ai eu des visions. J'ai vu tomber la bombe d'Hiroshima. Je l'ai vu tomber de mon lit. J'étais jeune, j'étais une gamine. Monique, elle a passé J'ai cherché le fil, j'ai pas pensé. J'ai au moins eu, je ne sais plus de 100 000 voix. Mais là, celle que j'ai près de moi là, c'est mon mari et la dernière de Monique. On peut écouter ça. Alors je continue, je laisse courir là, hein. Je le fais plusieurs fois. C'était donc, es-tu heureuse, dis-nous, es-tu heureuse? Réponse, c'est moi, c'est Monique. Parce que 2 secondes auparavant, je lui avais demandé, es-tu là? Bon, je répète simplement la réponse toute seule 2 fois. C'est moi, c'est Monique. On entend parfaitement. On entend parfaitement. Je répète l'ensemble une dernière fois. Es-tu heureuse? Dis-nous, es-tu heureuse? C'était la recopie du premier contact que j'ai eu avec Monique. Je crois que c'était le soir de ses funérailles. Le lendemain. Au niveau de la voix, ça choque pas. Hein, merci. Tu l'entends quand même? Tu l'as entendu? Pascal, vous reconnaissez quelque chose là? Moi j'ai l'impression, ça c'est une voix de femme quand même, j'ai l'impression qu'elle avait une voix oui, un peu qui ressemblait, qui avait un peu ce timbre-là, je trouve. Moi. Oui, moi je trouve ça un peu éclatant, parce qu'on l'entendait bien, elle avait une voix claire. Ouais, non, mais moi je trouve ça ressemble. C'est moi, j'ai bien entendu, mais bon après... Ah oui, c'est quand même... Et Monique, comment on est sûr de l'identité? De qui c'est? Oui, de qui c'est? Je ne peux pas le jurer, mais je reconnais la voix de mon mari dans certains messages, et puis même Marcel aussi. Puis des petites choses. Et puis des petites choses, des habitudes, ou la question que j'ai posée, ou autre chose. Moi, je sens que c'est lui. De toute façon, je le sens près de moi. Mais c'est pas une preuve scientifique. Il m'est arrivé d'avoir l'impression de le bousculer, ça va faire rire. Je l'ai bousculé, à l'évier. J'étais en train d'éplucher des pommes, et tout à coup, il y a eu un bruit. J'étais à la cuisine, il y a un bruit ici. Je me suis retournée brutalement, comme ça. Et j'ai senti que je bousculais quelqu'un. Je vous jure, j'ai bousculé quelqu'un. Alors j'ai levé la tête et j'ai vu la silhouette de mon mari près de moi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que mon mari qui se serait permis de venir mettre son nez contre mon nez quand j'épluchais mes pommes. Je suis sûre que je l'ai bousculé. Il y en a qui diraient que je suis folle, mais moi j'en suis sûre. C'est arrivé 2-3 fois. Je comprends bien, je suis pas mort. La suite, je le comprends mal. Je suis vivant. C'est ça, oui. Vous avez réalisé beaucoup de TCI avec votre mari? Oh, plus de 2000 messages, en gros. Mais c'est parce que j'en fais plus depuis quelques mois, sinon j'en aurais tous les jours. Plus les gens que je fais, que j'aide. Je vous dis, en tout, j'ai dépassé les 100 000, j'en suis sûre. On va peu à peu avoir la preuve de ce que la vie continue et de ce que l'au-delà qui nous attend, nous le façonnons déjà sur Terre. Alors, le travail de Monique Simonet m'a fourni des documents précieux que j'utilise énormément dans les conférences que je fais. C'est une preuve de plus, parmi d'autres, que j'en ai glané des quantités à travers le monde. Et là, je vais vous faire entendre quelque chose, donc... Nous vous prions de nous parler, s'il est possible. Nibotechnika. Alors là, c'est au Luxembourg. Là, c'est arrivé donc le 22 juin 87 en ma présence. Et puis, peu à peu, la voix de l'au-delà va arriver. Voilà, ça commence à arriver. Qu'est-ce qui est dit là? C'est l'éternité? Oui, une parcelle d'éternité, âme, principe, esprit, échappe à la destruction.
Le malheur, je vous donne la suite, le malheur est aujourd'hui, les gens ont peur de la mort, or la mort n'est pas à craindre, mais bien la maladie et ce qui précède la mort. Voilà. Alors cet enregistrement, comment vous l'avez obtenu? Eh bien, j'étais au Luxembourg et c'était à travers le haut-parleur d'un poste de radio. On l'entendait en direct. En direct à travers le haut-parleur, mais en même temps, l'appareil était relié à un système d'enregistrement et donc on l'enregistrait en même temps. Donc c'était pas quelque chose qu'ils vous ont fait écouter par la suite? Non, 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 j'étais là au moment même où c'est arrivé. Eh bien, ça y est, on va ouvrir le bidule. Voilà. Alors dans l'Église, bien disons qu'il y a actuellement une évolution qui est en train de se faire. Je reste assez mal vu en France, mais un peu moins qu'il y a quelques années. Je n'ai jamais été mal vu en Italie. Mais au Vatican, ils sont parfaitement au courant de ces phénomènes-là, ils les suivent. Il y a une toute petite équipe de gens qui se sont intéressés à ces phénomènes et qui suivent le développement de ces recherches. Retour à Toulouse. En fait, le laboratoire de Yves Lignon n'a rien d'officiel. Il a obtenu quelques crédits il y a quelques années de la part de son université, mais cela n'a pas duré. Bon, mais ce que j'ai organisé, c'est quelque chose de très simple. Donc c'est une version techniquement améliorée d'une expérience qui est réalisée depuis très longtemps aux États-Unis. Donc on a un paquet de cartes à jouer, et donc on va tirer une carte au hasard, la laisser dos tourner, et ceux qui vont participer à l'expérience doivent essayer de trouver laquelle. Ils vont donc remplir des feuilles comme celle-ci, la première carte, la deuxième carte, etc. On va faire ça à 12 reprises. Et après quoi, moi, le calcul statistique me permettra de savoir s'ils ont répondu ou non au hasard. Et s'ils n'ont pas répondu au hasard, c'est l'éternel problème que pose ce genre d'expérience, dans la mesure où ils n'ont pas vu la carte au sens ordinaire. S'ils ne répondent pas au hasard, s'ils tombent plus ou moins juste, c'est qu'ils l'ont vu, entre guillemets. Et ça s'appelle donc une expérience de voyance. La salle est libre, vous pouvez aller vous installer. La 663. Voilà, assis bien sagement, vous pouvez y aller aussi avec ces messieurs-dames. Tout le monde a de quoi écrire. Je vais aller chercher une boîte de stylos. On en prêtera. Voilà, celle dont la porte est ouverte, là, la première. On va attendre. Alors il y a absolument de tout. Il y a des étudiants et des anciens étudiants à moi. Il y a Yolande de Châtelet, la voyante avec qui nous expérimentons. Parce que ça vous intéresse. Donc voilà le paquet de 12 cartes. Il y en a des bleus au dos et des rouges, mais c'est pour tromper l'adversaire. Donc Jocelyn bat le paquet, le coupe et tu écartes une carte. Donc voilà, là tu le bats, tu coupes comme tu veux, tu en écartes une que tu places devant Laetitia. Donc il en coupe une. Voilà, maintenant vous avez 1 minute pour inscrire la première carte sur la feuille. On peut la retourner? Bon, nous on la retourne. La dame de cœur. Ces tests servent un peu d'instrument de détection. C'est-à-dire que quand Yolande est venue me voir la première fois, elle m'a raconté une histoire, des phénomènes qu'elle avait vécus. Et je lui ai dit, mais écoutez, je vous crois, je n'ai pas de raison de penser que vous êtes une affabulatrice, vous me racontez cette histoire, mais moi, il me faut autre chose, il me faut ces tests à base de jeux de cartes. Et elle les a réussis. Et j'étais en train de prier quand j'ai eu
vraiment tous ces flashs qui me sont arrivés. À ce moment-là, j'ai appelé Monsieur Lignon, parce qu'à chaque fois qu'il y a des événements, que je ressens des choses importantes, j'appelle Monsieur Lignon. Et je lui dis, voilà ce qui se passe. Je vois beaucoup de morts, je vois... Et surtout, je vois une petite fille qui se noie et tout le monde la regarde. Et j'étais vraiment, il paraît, dans un état, d'après M. Lignon, j'étais vraiment mal. Et le mercredi, à la télévision, on annonçait ce tremblement de terre en Colombie. Et en effet, on voyait cette petite fille dans la boue, qui malheureusement, ça m'est resté gravé. Et en effet, tout le monde l'a regardé parce que ça a été sur la terre entière, tout le monde l'a vu. Cette petite fille qui se noyait, qu'on n'a pas pu sauver. La première fois, je les ai recommencés 3 fois de suite, les calculs. Pourquoi? J'étais tellement impressionné, je me disais, c'est pas possible. Tu as là quelques chiffres sur une feuille de papier, et ces quelques chiffres sont en train de te dire que la voyance, c'est une réalité. Ça y est, on remplit la 11e ligne. Bon, donc je récupère les feuilles de tout le monde. Les vierges, oui. Pas les laisser traîner, parce que comme c'est plus ou moins une clandestin. Dame de pique et dame de pique, c'est F. On peut dire que la ressemblance entre ces réponses et les réponses exactes est dans l'ensemble beaucoup trop forte pour qu'on retienne l'explication par le hasard. Pourquoi des universités en Angleterre ou en Allemagne continuent-elles leurs recherches dans la parapsychologie et pas nous? Peu importe. Yves Lignon persiste tout seul dans ses études. Voilà, c'est ici. Reynald Roussel, c'est un médium. Je le connais depuis des années. C'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. D'abord parce qu'il est honnête. Et c'est la première des qualités qu'il faut exiger d'un médium. Comment vous l'avez connu alors ce médium, mon père? D'abord dans une salle justement où il y a des médiums qui interviennent en public. Il y a 40 ou 50 personnes qui ont déposé des photos de défunts sur la table. Et il vous racontera un petit peu lui-même comment ça se passe. Il se sent quelquefois attiré à prendre telle photo plutôt que telle autre. Absolument, je vous contacte. Alors, oui, précédemment, je veux dire que la seule organisation qui existait, c'était Yann. Je pense qu'on est en train de faire de Yann France, non? Moi, j'ai pas eu d'expérience, mais j'aimerais bien en avoir une par rapport à ma maman qui est partie et j'aimerais bien qu'elle vienne. Donc, je sais pas, on verra bien dans l'avenir. Et par l'intermédiaire de M. Roussel, vous espérez quelque chose aujourd'hui? Oui, j'espère qu'il va me faire passer un message. Vous avez apporté une photo? Oui. Vous pouvez nous la montrer? Oui, bien sûr. Moi, le père Roussel m'a voilà ma maman qui est partie le jour de l'Ascension. Depuis que je suis petit, moi je vois tous ceux qui sont partis de l'autre côté. Et je vis au quotidien comme ça. Voilà. Par exemple, je fais une référence à un film qui est un film de science-fiction pourtant, qui s'appelle Sixième Sens. Ça vous parle? Je ne l'ai pas vu. Ce qui me parle, c'est Ghost. Parce que Ghost, on se demande toujours comment ça fonctionne la mort. Et bien dans Ghost, on voit qu'il sort de son corps et on voit un rayon de lumière qui est le corps spirituel. Et ça fonctionne comme ça. Voilà. Il faut qu'elle vienne me faire un message. Il faut qu'elle vienne me donner moi, je veux l'heure exacte. Une preuve. Je veux une preuve. C'est bon.
On va passer à une expérience de médiumnité. J'ai bien insisté que ce n'est pas de la voyance, qu'il ne se passe rien, il n'y a rien à voir, il y a juste qu'à écouter. Voilà. Ce n'est pas moi qui vais décider, ce sont les personnes qui sont devenues invisibles qui vont venir vous donner des messages. Voilà. J'ai une jeune fille en survêtement rouge. C'est votre fille? Il y en a deux de l'autre côté. Oui. Hein? Parce qu'ils sont ensemble. Hein? Ils sont partis la même année ou à quelques... La même année. La même année, ils sont tous les deux ensemble comme ça. Vous leur parlez tous les jours. Hein? Parce que... Alors, c'est votre jeune fille qui me dit qu'est-ce que tu es bavard, qu'est-ce que ça me fait plaisir, mais je ne peux pas répondre à toutes tes interrogations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis bien, hein, et que je ne sais pas quand elle est partie si elle faisait des études ou de la recherche, mais de l'autre côté, de la recherche scientifique ou de la recherche... D'accord, parce qu'elle me dit de l'autre côté, je suis dans des bibliothèques, donc on appelle ça des annales akashiques en mots très compliqués, mais elle est dans des bibliothèques où elle fait de la recherche spirituelle sur le sacré, elle me donne. D'accord, voilà. Il y a combien de temps qu'il est parti? Un an? 25 octobre. 25 octobre de cette année. La lettre J correspond à qui? Son prénom. C'est son prénom, c'est Jean? Jean-Pierre? Jacques. Jacques, ok. Voilà. Et puis il y a plusieurs J. Non, mais moi aussi j'en ai plein des J. Non, mais qui l'entourent. Qui l'entoure, mais voilà. Il demande des prières, madame, il a besoin de s'élever. Voilà. Vous êtes allé le voir à l'hôpital? Hein? Et oui, parce qu'il me dit, je te remercie de ton accompagnement, parce que quand tu me caressais les mains, ça me faisait énormément de bien. Voilà. Et qui est Chantal? C'était une aide à domicile qui l'a très très bien soigné. Et il l'embrasse de là-haut. D'accord, voilà. J'ai un monsieur qui s'appelle Albert, qui est décédé. Il était, je pense qu'il était égyptologue, ou qu'il a parlé de l'Égypte, ou qu'il a écrit sur l'Égypte. Il peut voir des tas de bouquins, ça marque pour qui, ça? Oui. L'Égypte, ça marque sur ce monsieur? Oui. Il a écrit des livres, il a fait des écrits. Il était élégant, ce monsieur. Oui. Je l'ai en costume, comment on dit, prince de Galles. Il était toujours en prince de Galles ou pas? Ou c'est simplement aujourd'hui qu'il se met comme ça? 80% prince de Galles. Hein, parce qu'il est en prince de Galles comme ça, mais prince de Galles avec une rayure rose à l'intérieur du tissu, une rayure bleu ciel, c'est ce qu'il me montre. Il est à côté de vous, voilà. Il y a quelqu'un qui s'est pendu autour de vous il y a quelques années? Non. Il y a 7 ou 8 ans, je pense. Non? Non, pas entendu parler? Non. Alors c'est pas pour vous, c'est dans le fond là-bas. Mais c'est pas pour vous. À côté, madame? La dame qui est à côté de la dame. Elisabeth, bousculez votre voisine, là, clac. Voilà. Oui. Non, j'ai effectivement un oncle qui s'est pendu il y a 4 ans. D'accord, il est arrivé en même temps, il est à côté de vous. Hein, il est sur le champ en même temps. Voilà. C'était un oncle que vous connaissiez bien? Très bien, oui. Voilà. Il dit j'en pouvais plus. Ouais, voilà. Il me dit alors, le paradis, l'enfer, il dit tout ça, pour moi j'ai rien vu de tout ça. Il dit moi je n'en pouvais plus, je suis parti et j'ai fait mon bonhomme de chemin, j'avais accompli ma vie. Hein, voilà. Donc j'ai pas souffert. Voilà. Moi je vois un défunt, je donne pas le message pour la personne, il va me suivre derrière moi en me disant pourquoi tu l'as pas donné. Donc ça suit pendant 1 heure à peu près. Donc il va prendre le métro, il va me suivre avec le métro. Ou quelquefois ils arrivent avant les gens. C'est-à-dire à 14h30, ils vont déjà être là en me disant « Moi, je veux passer le premier, moi, je veux passer le premier. » Donc, on pose des photos et s'ils ne sont pas sur la table, je fais comme j'ai fait en direct. Je dis au fond, là-bas, il y a quelqu'un, voilà. Donc, ils suivent. Ils sont comme vous et moi, dans leur corps spirituel, et ils vivent. La dame qui est en Bordeaux, oui. Je vais quand même venir sur vous parce que j'ai votre papa qui est là. Ouais. Voilà. Il arrive. Vous l'avez bien connu ou pas? Mal connu. Mal connu. Mais à la fin de sa vie, vous l'avez connu? Sa fin de vie a été terrible. Oui, non, mais c'est moi qui vais vous le dire, ça. Mais est-ce que vous l'avez vu physiquement? Oui. Hein, parce qu'il arrive doucement, comme ça, il a des difficultés à marcher, pas en boitant, comme ça. Mais il dit, je suis parti douloureusement. Hein. Mais il me dit, une fois que je suis passé de l'autre côté, ça a été quand même. Hein. Et il vient pour vous aujourd'hui, pour vous demander pardon. Hein, voilà. Pour le pardon. Et vous, faut essayer de pardonner, c'est ce que vous faites comme vous voulez, mais ouais, il vient comme ça, d'accord? Voilà. C'est un monsieur que vous avez posé sur la table? Hein? C'est qui? C'est votre...
C'est un monsieur que je me suis occupée jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Alors, il va passer, hein, et oh, c'est douloureux ce qu'il me dit. Il va passer, le monsieur que vous êtes occupé jusqu'à la fin de... Il va très bien, hein. Donc il va certainement venir pour vous remercier, mais c'est ce monsieur qui a envoyé votre papa. Parce qu'il se met entre vous deux. Je suis obligé de vous le dire, hein. Sinon après, quand je rentre chez moi, il me suit dans la rue, il me dit « Pourquoi tu n'y as pas dit, pourquoi tu n'y as pas dit ?» Parce qu'après cette douleur que vous subissez là, après vous allez voir, il y a une paix intérieure qui va tomber. D'accord? Voilà. Vous avez une question? Ben, c'était surtout pour ça. Et je voudrais savoir si vous avez eu mon père, si justement il a retrouvé ma mère aussi. Vous êtes prêt à gérer la réponse? Ah oui. Il me dit, on s'est croisés. Et il fait, quel gâchis. Ah oui, on peut le dire. Voilà. Elle est partie il y a combien de temps? Il n'y a pas longtemps pour moi. Il y a 7 mois. Hein? 7 mois. Ah oui, c'est tout récent. Vous lui avez dit, cet après-midi, je vais faire une séance, est-ce que tu peux te manifester? Parce qu'elle me dit, je t'ai entendu et je suis au rendez-vous. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la séquence d'aujourd'hui, mon père? Eh bien, elle était excellente. Comment on appréhende le fait que ça s'est bien passé, que les détails étaient vraiment probants? Ah ben, en voyant les réactions des gens qui reçoivent les messages de l'au-delà, il n'y a aucun doute. Je ne peux pas les considérer comme des illuminés, c'est pas possible. C'était tellement important. Alors, madame? Oui. Ça, c'était vraiment la preuve. Je suis venue aujourd'hui en demandant à ma maman de venir pour me laisser le message qu'il existe bien autre chose. Et donc, j'ai ma preuve aujourd'hui. Je l'ai. Quel que soit le nom que l'on met derrière ces messages, défunts ou pouvoir télépathique, une chose est sûre, c'est que le CNRS ne l'étudie toujours pas. Ce qui paraît encore le plus recevable par notre société est sans aucun doute le pouvoir de nos vieux guérisseurs. Ce don, c'est le magnétisme, le pouvoir de soulager les gens, également la radiesthésie, sentir les choses qu'on dit, on connaît bien les sourciers, savoir où creuser un puits, vous voyez, sentir où passe l'eau, où il y a un problème dans une maison, pourquoi on se sent mal à tel et tel endroit, etc. C'est une sensibilité que l'on a à détecter les choses, à sentir les choses, ce qui se passe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va? Bonjour. Bon, non, pas ici. Je reviens par là. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe dans votre maison, monsieur? Ce qui se passe dans notre maison, on pense qu'il y a un phénomène qui fait qu'on n'est pas bien dans la maison. Donc on a demandé à Jean-Marc de venir voir quel était ce phénomène. Et... Je peux m'asseoir sur le canapé? Vous vous sentez oppressé ici? Je ne mets jamais. Comment? Je ne peux pas m'asseoir. Vous ne pouvez pas vous asseoir là? C'est vrai que ça commence à m'oppresser. Ça vous fait ça ici, non? J'aime pas venir là. Vous n'aimez pas? Non. Regardez, il a 15 ans, il n'est pas usé le canapé. Vous avez un puits ici? C'est une source d'eau partout. Ah, d'accord. C'est cette eau, oui, l'eau. Oui. Il y a de l'eau sur cette partie de la maison. Il y a une nappe dessous qui émet des ondes négatives. C'est vrai qu'on se sent pas bien dans ces cas-là. Pourquoi de l'eau émettrait des ondes négatives? J'ai pas la réponse. Et on constate. On constate, et dans ces cas-là, bon, si c'est de l'eau qui stagne, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon de creuser. Venez voir, venez vous asseoir. Je vais vous mettre dans les mêmes conditions. Ce que moi je ressens, d'accord? Vous voyez cette sensation d'oppression? Clac, j'arrête. Qu'est-ce que ça donne? Ça va trop loin. Montez votre... Laissez-vous aller, hein, tranquillement. Il y avait quelque chose. Tac. Et bien si vous avez mal ici, là. Là, quand on appuie, ça fait mal. C'est là que ça fait. Ici. Alors, vous allez me dire si votre bras s'engourdit. La chaleur s'amplifie. Hein? Je ne vous touche pas. Hein?
Et là, le bras continue à s'engourdir? Oui, il est lourd. Bon, voilà, là. Si j'appuie maintenant, ça donne quoi? Là, j'ai pas mal. Vous avez plus mal? Non. Vous me serrez la main? Ah si, ça me pique là. Là, ça vous pique, mais vous pouvez là tenir quelque chose. Ouais. Vous pouvez prendre une bouteille, vous pouvez prendre n'importe. Ouais, c'est juste. Oui, ça fait toujours mal, mais je pourrais pas du tout. Bon. Si vous levez votre bras, vous faites des mouvements avec votre poignet, en tournant le poignet, ça donne quoi? Oh ben j'ai une petite douleur. Toujours, hein, il reste une inflammation. Ouais, d'accord. Mais là, par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre. Ouais. Vous pouvez me serrer avec le bout des doigts. Ouais. Oui, moi j'ai la douleur, mais c'est comme l'autre. Hein. Vous pouvez c'est revenu comme. On va demander à Charles d'aller chercher du pain. Tu vas chercher un petit morceau de pain? Ah ben. Vas-y. J'ai toujours une douleur, mais j'arrive à le tenir. Comment? J'ai toujours une douleur, mais j'arrive à le tenir. Vous soulevez le fauteuil, je pense que ça va y aller. Hein. Voilà, très bien. Je ne pas plus ce matin. Ah ben, je vous jure, ce matin, j'arrivais pas à couper le pain. Et pour le gamin, j'ai coupé le pain comme ça. Il y a une source qui passe par ici. Rien qu'en passant dessus. Voilà. Regardez, après. Je suis dessus là. Le pendule tournera quand je vais passer au-dessus de la source. Voilà. Tout comme les baguettisants faisaient avec leurs baguettes. C'est exactement la même chose. Voilà. Mais vous voyez le problème de construire. Aujourd'hui, on ne fait plus attention à. On ne fait absolument plus attention à ça. Et on peut se retrouver avec ce mal-être, puisque dans ce coin de la pièce, il ne reste pas. C'est ce qui m'interpelle le plus à travers ces phénomènes, ce point d'interrogation où aujourd'hui la science bute, si ce n'est que de dire, ma foi, pour être très poli, ce sont des âneries ou des bêtises. Je pense que le problème scientifique, si aujourd'hui il dit que c'est faux, qu'il explique d'une manière rationnelle pourquoi c'est faux. Qu'ils expliquent pourquoi ça n'existe pas et pourquoi beaucoup de gens encore aujourd'hui vont consulter des magnétiseurs ou des radiesthésistes pour tel ou tel problème. Si ça n'existait pas, on n'en parlerait plus depuis très longtemps. Sur Internet, je me suis étonné de l'absence de recherche scientifique officielle en la matière. En revanche, les associations poussent comme des champignons. Comme si les gens osaient enfin en parler. Voilà, comme ça sera parfait. Alors. Je me suis dit, je ne suis pas tout seul à me poser la question, je ne suis pas tout seul à ne rien y comprendre, je ne suis pas tout seul à en avoir eu peur. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se jette à l'eau pour dire maintenant on peut en parler en toute sérénité, en toute tranquillité et sans avoir peur du préjugé. Et du ridicule? Et du ridicule, évidemment. Parmi les médiums qui collaborent avec les milieux scientifiques, Jean-Pierre Girard s'est prêté à des examens en laboratoire, en présence d'huissiers et aussi d'illusionnistes professionnels qui ne contestent pas l'authenticité des phénomènes. À tous, merci. Je cède cette fois la parole à notre invité que je vous demande d'accueillir comme il se doit, M. Jean-Pierre Girard. Je suis très heureux d'être ici parmi nos amis 6e Sens. Nous avons eu un contact assez récent finalement avec Jean-François qui préside aux destinées de 6e Sens avec ses amis associés. Je ne suis pas pro-paranormal, je ne suis pas anti-paranormal. C'est-à-dire que je souhaite avant tout qu'on puisse discuter, faire de l'information, de la recherche sur ces domaines-là, mais pas isolé, pas seul. Moi, je voudrais qu'on me donne une réponse sur ces phénomènes que je produis. Je voudrais une réponse. Et j'ai tapé à la porte de quoi? Pas des laboratoires de parapsychologie exotiques, entre guillemets. Non, non, je me suis adressé à des scientifiques purs et durs.
Je pense que le pouvoir qu'il a, je l'ai, les tas de gens l'ont, qu'on peut effectivement l'acquérir. C'est comme dans tout domaine, hein, pour toute personne qui s'intéresse à un sujet, si elle se retrouve isolée, premièrement, elle vit en vase clos, donc elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas progresser, elle ne peut pas évoluer. C'est un sujet qui est très difficile à aborder, qui fait peur au premier abord, donc il n'y a que dans ce type d'association où on peut rencontrer des gens qui sont assez ouverts pour discuter. Et nous d'autres cas, hein, un peu comme les nôtres, quoi. On a souvent des choses où les gens, moi aussi, ou alors ça réconforte, on se dit on n'est pas complètement fou. On se sent moins seul. On se sent moins seul et peut-être plus rassuré de dire c'est pas dans notre tête, on est normaux, quoi. Parce qu'il y a des moments où on se posait des questions quand même. Hein. Voilà, Jean-Pierre, bienvenue chez moi. Eh bien écoute, je suis très heureux de découvrir un petit peu le home dans lequel tu vis. Alors le cœur de l'association, c'est là. Le cœur de l'association, c'est là. Ce qui m'a amené à m'intéresser un peu au paranormal, c'est la voyance. J'avais une amie qui tirait les cartes et qui m'assurait que les cartes pouvaient lui parler. Alors, je ne la croyais pas et je me disais comment les cartes peuvent parler, c'est quand même incroyable. Donc elle m'a tiré les cartes plusieurs fois et plusieurs fois je me suis aperçu que ce qu'elle me disait n'était pas dénué de sens. Il y avait des choses qui étaient très interpellantes. L'important pour nous, c'est d'être objectif, c'est de dire, ben voilà, ici on a constaté que on ne comprenait pas, on ne sait pas de quoi il s'agit, voilà ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et par contre là, eh bien, on est en mesure de vous expliquer qu'il n'y a rien. Cette dame a parlé pendant des heures pour rien dire, voilà. Et quelle était ta démarche alors en lui faisant cette lettre au président Chirac? C'était tout simplement de lui dire qu'on constatait que c'était le vide là-dedans et puis que c'était la porte ouverte à tout et n'importe quoi être. Monsieur le Président, responsable d'une association d'études et recherches en parapsychologie, je suis amené à constater certains cas d'abus, d'escroquerie ou de charlatanisme dans le domaine de la voyance notamment. Je voudrais savoir quelle conduite à tenir les services de l'État nous conseillent de suivre, sachant que notre association, contrairement aux charlatans, n'a pas de budget permettant d'ester en justice pour lutter contre ces mauvaises pratiques. De façon synthétique, je lui demande 1. De faire avancer les recherches en parapsychologie en autorisant officiellement les recherches et les études dans le domaine, 2. De lutter efficacement contre le charlatanisme et les abus en tout genre qu'on constate dans ce domaine. Faire le ménage pour laisser une place nette aux scientifiques qui, comme Jean-Pierre Girard, s'interrogent sur la parapsychologie et mènent des investigations très sincères, très honnêtes, très poussées. Alors, il t'a pas répondu? Ah ben non. Non, mais je t'ai dit, il aurait pu te répondre facilement, parce que le ménage peut être fait facilement sans que tu aies un franc déboursé. Hein. Tu vas au RG hein, et tu signes à la préfecture. C'est tout. Moi je suis né comme ça, je suis né passionné par ces phénomènes, enfin aussi loin que remonte ma mémoire. C'était peut-être des émissions de radio à l'époque, il y avait un appelé Jean Nochet, je me rappelle, j'étais gosse, je devais avoir 5 ou 6 ans, qui racontait des histoires extraordinaires sur les extraterrestres et sur tout ça. Puis ça m'avait passionné. Je crois que c'est ça en fait qui a déclenché l'intérêt que j'ai pu avoir pour le sujet. Et après je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Faut que j'aille à l'école, c'est pas marrant. Faut que je subisse mes parents, c'est pas marrant. Faut obéir, c'est pas marrant. Mais qu'est-ce qu'on fait là en fin de compte? Ça m'a toujours tarabusté. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette galère? Donc au départ, on avait une revue qui s'appelle Parascience, qu'on a créée en 1989. Mais au niveau diffusion de l'information, il y avait pour le grand public, il n'y avait que des revues qui vous vendent du bonheur pas cher à partir de votre signe astrologique ou des conneries de ce genre-là.
Je me suis dit, il faut essayer de faire quelque chose d'un peu plus sérieux parce qu'il n'y a rien de sérieux sur le sujet. Souvent, c'est des revues genre numérologie, astrologie, mais une tenue pas terrible. Donc j'ai voulu essayer de faire quelque chose qui soit à la frontière de la science pour essayer de comprendre ce qu'étaient tous ces phénomènes. Donc j'ai créé Parascience comme ça. D'ailleurs, la phrase centrale, c'est cette revue est faite pour les gens qui cherchent et non pour ceux qui pensent avoir trouvé. Bon. Donc c'est vrai que ça élimine tout de suite tous ceux qui sont persuadés de tenir la vérité, de savoir que quand ils sont morts, ils vont là, ils se réincarnent, ceci, cela. J'en sais rien, moi. Donc là, j'ai des photos assez étranges qui présentent des phénomènes bizarres qui se passent au col de Vence. Et je vais préparer un livre sur le sujet. À chaque fois qu'ils vont là-bas, lui et toute son équipe, il y a soit des distorsions, soit des objets qui apparaissent, mais qu'on ne voit pas, mais qui apparaissent quand on prend les photos. Il n'est pas spécialiste. Lorsque j'ai vu la première fois les photos du col de Vence, je n'y ai pas cru une seconde. C'est quand même étrange. Hein. Avec un petit logiciel ou un appareil trafiqué, n'importe qui est capable d'obtenir de tels rendus. Mais Jean-Michel, me certifiant que l'on pouvait voir les résultats en direct, grâce aux appareils photo numériques, me décide d'aller voir par moi-même. J'ai aussi un appareil photo numérique et je suis certain de son bon fonctionnement. Quand on me propose un bouquin ou un reportage sur un sujet bien précis, j'aime bien voir par moi-même si effectivement il y a quelque chose, si j'ai affaire à des farfelus ou à des illuminés. Là, on est en train de monter au col de Vence pour voir les étranges phénomènes qui s'y manifestent, notamment quand M. Bic est présent. Donc moi, ma grande question, c'est les phénomènes qui se manifestent là-bas, sont-ils liés à M. Bic ou M. Bic est-il lié au phénomène? C'est vrai que ça se passe souvent quand je suis là, ça c'est vrai. Mais toute personne, je pense toute personne qui va s'associer à un morceau de terrain ou à un lieu, va s'imprégner, il va se passer des trucs au bout d'un moment. Tu vas dans un endroit, tu te poses des questions, et quand le phénomène va commencer, c'est là où c'est excitant, tu vas créer une relation avec lui. Donc ici on rentre dans une zone d'anomalie permanente. Et anomalie en tout genre. Et c'est ici que ça se passe. Ouais. Bon, alors on prend des photos, on explique, hein, on aime bien les papillons de nuit, donc on prend des photos. Vraiment, il n'y a rien, c'est juste des appareils numériques, on se fait plaisir à prendre des petites photos comme ça, autour de nous, jusqu'à temps qu'on arrive à avoir des anomalies, tout ce qui est un petit peu... chose. Non, c'est bizarre ça, non? Tu vois. Bah, il est flou, regarde lui il est net, lui, il est flou. Ouais. Ça je veux dire, tu vois, regarde. Il est net, il est flou. Bon, c'est non, il y a fausse alarme. Hein. Tu vois, c'est quoi ça à ton avis ça? C'est la plaque de la voiture, non? Peut-être. Ah bah oui, c'est la plaque de la voiture, ouais, tu vois. Donc moi je suis vraiment pas doué pour le paranormal. Hein, voilà, hein. Je ne suis pas doué pour le paranormal. Voilà, on est honnête, hein. Alors Jean-Michel, tu en penses quoi là? Bah pour l'instant je suis déçu, moi j'ai rien moi. J'ai rien. Ça c'est une photo pas normale, mais c'est pas une photo paranormale. Ça non plus. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Une lumière à vos pieds. Ah oui? Regarde. Au débord, regarde, je prends en photo là.
Tu vois la lumière au pied avec un faisceau. Et ça monte. Alors regarde, je te l'agrandis. Ça c'était quand ils étaient debout là, vous étiez debout là, t'as vu? T'as une lumière tellement forte qu'elle diffuse, t'as vu, des faisceaux de haut en bas, Michel. Il n'y avait rien en face là. C'est vous aussi, regarde, je montre la photo, vous êtes là, tous là, regarde. Vous êtes tous là en train de... On te voit même toi en train de filmer. Ça? Là? Vous êtes tous debout là. Ah, oui. Comment tu expliques une source de lumière tellement forte qu'elle fait en plus un rayon de lumière à vos pieds? Il n'y a rien à vos pieds, parce qu'il y a des baskets lumineuses. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de lumière, monsieur. Et regarde, comment voulez-vous qu'il y ait de la lumière alors qu'il n'y en avait pas? Regarde la puissance du flash. Oui, c'est beau. C'est hallucinant ça. Je sais pas, je peux pas te dire ce que c'est cette énergie, quoi, cette lumière. Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un fantôme? C'est ça qu'on appelle un fantôme? Je sais pas. Est-ce que c'est un spectre? Je sais pas. Ce qui est fou, c'est qu'on ne le voit pas à l'œil nu. C'est très important de dire que quand on prend la photo, on n'a rien vu. On n'a aucun mérite de faire ces photos. Aucun mérite. Tu filmes mon appareil photo? Ah oui, tu voulais... Ah oui. Comment ça marche ce truc? Après je prends... Et là tu appuies là-dessus. Là. En tant que grand-fille, d'abord ça, on peut lui montrer. Non. Ouais, un truc bizarre là, non? Non, on trouve pas ce soir. La photo, je le prends là. T'as un trou dans la tête, ma caille, je te jure. À l'instant, je te prends 1 mètre, même pas. Hein? Même pas ça. Viens voir. Je vais faire play. Avec là, sur ta tête? T'as filmé en même temps? Je sais pas ceux qui filment. Ouais. Ah ouais, bah oui. 50 cm. Mais... Oh là là! Viens voir le truc. Oh, magnifique. Oh, ben, j'ai vu ça. Mais là, faut regarder si tu l'as sur le film. Parce que... Regarde ça, ce truc. Oh, c'est dingue. Ça, c'est ta tête. Regarde, attends, je montre à tout le monde d'abord. Regarde. Il était derrière moi, il filmait. Moi, il était quoi? Tu l'as filmé, Pascal? Ouais. Ah bah oui, excellent. T'as vu, Patrick? Ouais, j'ai vu. Regarde. J'ai pas Ah ouais. Attends, là, tu peux pas... Ça, c'est fou, ça. Là, en plus, c'était éclairé. Et on n'a rien vu, hein. Donc, c'est fait que tu as n'importe quel appareil photo. Hein. Donc, tu prends des photos, toi aussi? Ouais. Tu es en série. Ouais, peut-être éteindre 2 minutes la lumière. Ouais, parce que des fois, on va voir. Hein. Peut-être, ça va dire, tout à l'heure, j'ai pris la photo. Hein, quand j'ai pris la photo, tout à l'heure, tu étais juste derrière moi avec la lumière. Hein, ouais, vas-y. Ouais, tout à l'heure. Ouais. J'en prends, on va voir si ça. Le truc de fou! Oh putain, regarde, j'ai le trou dans la tête! Le trou dans la tête! T'as un trou dans la tête, incroyable! Oh, alors celle-là, elle fait le livre. Regarde le trou dans la tête que tu... Ce n'est donc ni un défaut d'appareil, ni une interférence numérique, puisqu'auparavant, Pierre prenait les mêmes photos avec un appareil traditionnel. C'est en tout cas aujourd'hui incompréhensible pour mes chers neurones. Et le sommeil va être très difficile à trouver. Est-ce que tu vois mieux sans lumière? Non? J'ai cru au départ que Pierre Bic était farfelu parce que la façon dont il présentait les choses me paraissait un peu légère. Aussi léger au niveau du contenu, c'est-à-dire faire un bouquin sur des photos, ça me paraissait pas évident. Alors qu'il y a une telle quantité de photos, une telle variété de photos et une telle multiplicité de témoignages et d'images que là j'ai vraiment matière à travailler. Mais j'ai quand même voulu venir voir sur place ce que ça donnait. Lui le relie au phénomène OVNI. Moi je ne suis pas du tout convaincu que ce soit un phénomène OVNI qui se passe ici. Pour moi c'est plutôt un problème de projection d'énergie, un problème de projection ou de lien entre des personnes liées à ce lieu qui est lui-même lié à autre chose. Il y a peut-être un sas, un passage avec un autre univers, je n'ai pas d'explication, j'ai que des hypothèses. Je vous dis un petit truc quand même, j'ai fait un tour autour de la ville, bon, ça arrive de temps en temps. Voilà. Je monte depuis 79 ici. Par le pur des hasards, je suis monté ici parce que je recherchais un coin pour la nature, pour la veillée. Et on était là, on faisait une veillée comme d'habitude. Et le 5 mars 1994, à 23h, ciel étoilé, pas de vent, un super décor. Il nous sort un engin triangulaire, type triangle. Et donc, on était dans un spectacle hallucinant parce que c'était quelque chose de gigantesque, majestueux, pas de bruit. Et c'est mis au-dessus de nous, ça a duré 2 minutes 30 l'observation. Et on a été marqué à vie quoi, à partir de ce jour-là. Et aujourd'hui, et ben voilà, donc c'est le mystère des photos. On a des photos de toutes sortes, des lumières qui
des boules lumineuses, des flashs, des objets qui ne devraient pas y être et qui s'y trouvent. Une manipulation du temps, une manipulation matérielle, enfin tout ce qu'il y a autour de toi, de la matière. Et pour toi, c'est quoi? C'est des messages d'entités, d'extraterrestres? Je sais pas, je peux pas te dire, c'est très difficile à expliquer ça. C'est hallucinant dans le sens que tu as l'impression que c'est truqué, ils font ce qu'ils veulent avec la photo, ils retirent un objet, ils en rajoutent un autre. Alors donc, c'est sûr que aussi je serais un peu déçu si demain on nous apporte la réponse. Voilà, ce que vous avez là, c'est ça. Bon, on passera à autre chose. Pourquoi déçu? Parce que c'est toujours le fantasme, tu sais, le rêve, faut pas, tant que tu ne sais pas, ça permet toujours d'avoir cette envie de chercher. Le jour où on t'apporte la réponse, il faudra passer à autre chose. Alors, t'es content, moi? Mais oui, je suis content. Parce que tu vois, t'as vu, j'ai fait un effort, j'ai mis tout le monde, et on va encore lui montrer ça dans le sport ce soir pour l'apprécier. T'en penses souvent? Non. À force d'y réfléchir, je suis arrivé à penser que c'était peut-être un des plus grands défis que la nature ait jeté à l'intelligence humaine. Parce que bien entendu, ces phénomènes sont naturels. Ils ont leur origine dans la personnalité des individus. Et nous avons en nous des pouvoirs inconnus. Et l'étude de ces pouvoirs inconnus, vraiment oui, c'est un défi énorme qui est jeté à la rationalité. Les enjeux paraissent donc énormes. Nouvelle religion, nouvelle ère scientifique, nouveaux moyens de communication. Comme les Grecs avec le tonnerre, nous n'aurons probablement pas de réponse de notre vivant.